Le Congo peut produire 1 million de plants dans cette usine à ciel ouvert. On ne produit que le biofertilisant. Tout ce que vous allez remarquer sur les plants, nous faisons de la spécification. Donc ça veut dire que nous accouplons notre engrais avec produit par produit. Vous allez remarquer que les palmiers vont donner, ils sont en train de produire pendant qu'ailleurs ça ne produit pas. Vous remarquez la concentration des plants dans un environnement sans qu'ils soient complètement détériorés. Parce que si vous prenez des plants et vous les rassemblez à ce niveau-là, en principe, ces plants-là ont beaucoup de mal à se développer. Mais là, vous regardez sur tous les têtes, ils n'ont pas de carence de nourriture. Voilà. Donc ça nous permet de... Et même lorsque nous avons des plants qui ont des carences de nourriture, nous arrivons à les rattraper avec notre biofertilisant. Donc il y a des arbres, des plants ici, qui arrivent ici, ils sont très malades. Donc ça veut dire qu'on leur a sevré. Et après, quand on veut les faire redémarrer, par exemple ceux qui sont par ici, tu sentiras qu'ils ont été touchés et nous voilà en train de les faire redémarrer. Donc ça veut dire qu'on maîtrise complètement le produit que nous mettons à la disposition des producteurs. Aujourd'hui, lorsque nous passons à la spécification, ça veut dire que nous avons maîtrisé notre must. Nous avons une maîtrise avérée parce que nous avons remis l'écosystème naturel en place. Ça veut dire faire des apports qui nourrissent les insectes et les insectes à leur tour, ils ont tellement de nourriture qu'ils prolifèrent et cette prolifération est régulée automatiquement par des arbres. Donc nous avons la maîtrise parfaite de cela. Alors on va tourner sur le site, vous allez remarquer que pour que notre biofertilisant naturel, parce que lorsqu'il occupe un terrain, il est supposé ne plus avoir des apports. Donc vous allez remarquer que nous avons fait des tourbières qui doivent fertiliser complètement, merci, qui doivent fertiliser complètement le, comment vous appelez ça, complètement le sol. Alors vous allez remarquer aussi que nous ne pouvons plus planter sur des terres où la verdure n'existe pas. Parce que pour conserver les humidités, ce sont des techniques naturelles. Hein. Pour conserver les humidités, il faut avoir de l'herbe sur le terrain et aussi une façon de tourner le cycle de vie de notre engrais qui se nourrit par ce qu'on appelle chez nous couvoli. Donc le gazon, il nourrit le gazon. Ce gazon, il est coupé, il est reparti sur terre. Comme un corps ne donne que ce qu'il a reçu, c'est toujours notre biofertilisant. Il est complètement naturel parce que nous avons photocopié la nature. Donc nous démarrons par le plancton qui est recyclé par le poisson. Alors donc nous atteignons des scores de poissons par mètre cube d'eau ressemblant à nos rivières d'autrefois. Alors ces poissons-là sont obligés de produire du nitrate. Et ce nitrate, c'est ça qui a fait des forêts. L'Amazonie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la NASA qui, après des études, disent non, l'Amazonie c'est une zone pauvre. Mais la preuve, nous-mêmes, la forêt équatoriale, c'est une zone pauvre. Sinon, ça produit quoi? Rien du tout. Donc le must ne vient pas de ce sol. Son must vient du poisson associé au retour végétal. Alors ça fait le must qui a créé l'Amazonie, qui a créé la forêt équatoriale. Donc nous avons reproduit exactement la même chose. Nous avons pu atteindre des taux de concentration très élevés. Résultat, ici c'est un oranger. Voilà. Un oranger capable de se reproduire dans cet environnement. J'espère que vous vous rendez bien compte que nous sommes entourés d'une monoculture très déséquilibrée, qui est les eucalyptus du Congo. Tout le monde ne plante pas autour des eucalyptus du Congo. Et que ça pousse, non. Vous allez remarquer qu'ici, les palmiers, ça pousse tranquillement. Hein, des régimes autour complètement du palmier. Et vous allez remarquer que nous ne faisons pas de la monoculture, mais de la polyculture. Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de répéter la même chose à tous les endroits. Même là où il y a des palmiers,
qui est l'un de nos plus grands apports dans notre système d'exploitation. Le palmier, il fait partie des plus grands. Après le poisson, vient le palmier. Alors, bien au contraire, c'est ce que on appelle aujourd'hui par la biodiversité. La biodiversité dans la forêt, vous n'allez pas voir des essences qui se suivent pareil. Il y a toujours autre chose autour parce qu'ils ne mangent pas la même chose. Mais nous avons le droit de faire de la monoculture parce que nous apportons leur nourriture. Donc, mais malgré ça, nous trouvons que, bien que nous ayons maîtrisé, nous avons besoin de laisser les choses se faire en polyculture. Donc, souvent, voilà, il y a des gens qui pensent que nous arrivons et puis nous fertilisons un plant. Non, nous ne fertilisons pas les plants. Nous fertilisons des terres. Ça veut dire que nous sommes sur un endroit où nous lisons la géomorphologie du terrain, nous préparons les tourbières au niveau des hauteurs. Quand il n'y a pas d'auteur, nous les faisons. Et finalement, ils se dilatent à chaque apport d'eau. Comme ça se passe dans la nature. Autrefois, vous êtes à Madoukoutchekele, vous êtes à la rivière, vous êtes à, comment on appelle ça, Chikobo. Tous ces endroits produisaient du biofertilisant parce qu'il y avait du poisson dedans. L'eau montait, l'eau repartait, ça laissait tous les sédiments sur place, nos mamans plantaient. Donc c'est pour cela que nous nous méfions même du mot bio. Nous préférons parler du naturel. Parce que le bio, il y a des tolérances dans le bio. Dans la nature, il n'y a pas de tolérance. La nature, le déséquilibre est tout de suite régulé par une prolifération qui doit remettre les choses à l'ordre. Hein? L'exemple d'un tsunami, quand il arrive, je vous jure qu'il régule. Hein? Donc des régulations naturelles sont des régulations puissantes et c'est important d'avoir une biodiversité autour de nous. Donc nous pouvons fertiliser des zones. Quand nous allons marcher, vous allez voir, on va vous présenter une tourbière. Ici, vous avez des plants très malades. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous les remontons avec notre biofertilisant. Ils vont être remontés, ils vont repartir et puis ils vont donner. Voilà, donc ici, nous pouvons créer notre saison de pluie comme on le veut, à répétition. Cette tourbière joue exactement comme je te disais, le rôle auquel dans la nature les résidus du sédiment qui se dilataient dans la nature. Alors une tourbière comme ça, si tu veux savoir son rayon d'action est entrecroisé avec d'autres tourbières en fonction de la géomorphologie. Donc nous avons une tourbière comme ça. À première vue, vous avez comme l'impression qu'il va nourrir que face à lui. Non, ce n'est pas le cas. Vous allez remarquer que si elle a été placée là, c'est parce que de l'autre côté aussi, il y a une montée. Donc la montée là-bas, il y a aussi une autre tourbière par là-bas qui arrive et il y a une troisième tourbière de l'autre côté. Alors, si nous devons regarder combien d'hectares que lui, il est en mesure de fertiliser, nous allons associer les trois tourbières et nous allons regarder l'espace qu'ils ont en face d'eux, qu'ils sont en train de tenir. Mais malheureusement, heureusement encore, le vrai ne se perd pas. Quand il descend plus bas, il continue à faire son travail. Au fur et à mesure qu'il avance, il continue à faire son travail. Il jouit et il bénéficie d'une photosynthèse qui cuit le repas pour la nature, et puis la nature se sert. Alors là, je peux te rassurer que ici, nous avons des bancs de fourmis. Les insectes, ce ne sont pas nos ennemis. Bien au contraire, quand on arrive à atteindre les équilibres, c'est les insectes qui travaillent pour l'arbre. Lorsque vous êtes en déséquilibre, votre arbre est attaqué par les insectes parce qu'il n'est pas fort. Donc c'est pour ça qu'on utilise le pesticide. Mais imaginez-vous dans la forêt, qui peut se permettre d'utiliser un pesticide dans la forêt? C'est pas possible. La forêt est faite des fourmis qui font la forêt. Puis le couvre-lit. Ici, où les plants sont en mesure de développer, sinon d'être indépendants, ici il faut être costaud. Hein.
Ici, faut être... Et puis nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons en place tout procédé pour retenir notre biofertilisant. Et ce terrain est découpé de telle sorte que nous savons par où passe l'eau, qui sont replantés par des jeunes qui sont ici, à qui on apprend à faire le transplanting. De l'autre côté, vous voyez que c'est un safoutier. Okay. En grimpant, il n'a pas de souci à vivre à côté des palmiers, comme vous avez vu de l'autre côté. Vous avez vu des safoutiers en train de vivre ensemble avec les palmiers. Donc on a expérimenté avant de faire. Vous allez percevoir des corosoliers, des avocatiers. Donc nous mettons en intercalaire quelques plants qui ne vont pas trop fort dans des branches. Et nous avons les capacités de faire des grandes productions, des fortes productions. Je crois que vous allez regarder ce que sont capables de faire des arbres avec notre biofertilisant. Vous faites attention, regardez les couleurs qu'il y a autour de vous. Vous allez bien vous rendre compte que les couleurs que vous apercevez ici n'ont rien à voir avec les couleurs qui sont aperçues de l'autre côté. Voilà. Donc, il y a des arbres qui ne peuvent pas produire de l'oxygène. Pourquoi? Parce que ce sont des arbres qui sont étouffés, qui suffoquent. Donc, ils vont vers le sombre, ils ne huilent pas, ils ne brillent pas. Parce que quelque chose qui brille, la poussière ne se pose pas. Les coups de vent sont là pour nettoyer l'arbre. Donc, si ça s'entasse, c'est un déséquilibre. Et ce déséquilibre crée des déficits en oxygène. C'est eux qui doivent nous rejeter de l'oxygène. Donc c'est vrai, on court vers la couche d'ozone, on court vers tout ça, mais nous avons des gars qui participent aujourd'hui à ne rien faire dans la nature. Or la nature, si tu es là pour ne rien faire, vaut mieux ne pas être là. Dans la nature, quand on est quelque part, c'est pour produire, c'est pour faire quelque chose. C'est la preuve de l'équilibre. Ces oiseaux, nous ne les avons pas faits. Nous ne les avons pas invités. Ils sont venus ici parce que c'est ici où... Les animaux, ils ne savent pas mentir. Ce n'est pas des tricheurs. Donc ils se sont rendus compte. Ici, ils sont en mesure de se nourrir. Nous faisons un échange qui est formidable. Nous avons besoin de leur rejeter. C'est pour ça que nous avons développé le poulet ici. Donc nous n'avons jamais développé, on a développé le poulet dans l'esprit qu'ils partent se nourrir au milieu naturel. Vous allez remarquer, même dans les océans, il y a des poches de poissons mariées avec l'oiseau. Parce que l'oiseau, il nourrit le poisson, et le poisson, il nourrit l'oiseau. Donc vous atteignez un niveau d'équilibre, ces oiseaux-là, ils arrivent. Je peux vous rassurer que nous avons ici, vous pensez que c'est ce que vous voyez comme oiseau. Non, ça c'est rien du tout. Dans tous les arbres ici, les oiseaux sont capables de faire des nids. On ira sous les safoutiers, vous allez voir qu'il y a des nids. On ira sous les manguiers. Aujourd'hui, ils sont conscients qu'ils peuvent bien se nourrir à ces endroits-là, donc ils sont là. Ça, c'est la preuve de l'équilibre. La preuve de l'équilibre, vous arrivez à un endroit, vous trouvez plein de poissons, vous trouvez plein d'oiseaux, vous devez savoir que ça, c'est les équilibres. Et ici, nous sommes en train de circuler sur un terrain qui est fortement fertilisé. Et vous voyez que c'est pour cela que nos plants, les papayers sont en expérimentation. Les plants qui sont ici en majorité sont le manguier, le safoutier, l'avocatier, le corosolier. Nous avons beaucoup plus pensé à la culture vivrière. Parce que tu te rends compte qu'il y a des gars qui se foutent de nous, qui disent que j'ai rencontré un monsieur au Sénégal qui m'a dit qu'il a tourné au Congo et il n'a pas vu 10 corosoliers qui se suivaient. Il n'a pas menti, il a dit vrai. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'avoir 10 corosoliers qui se suivent? Mon gars, les insectes, ils sont conscients que ça sert à quelque chose. Donc, ils arrivent, ils font quoi? Vous n'avez pas l'aliment des insectes, vous ne pouvez pas développer le corosolier. Si vous développez le corosolier, sans apport, ben vous devez avoir la nourriture de fourmis. Si vous n'avez pas la nourriture de fourmis, lui, il va s'attaquer à vos plants. Et avec de l'autre côté. Donc ici, nous avons refait ces tourbières. Ce n'est pas pour eux. Non, eux, ils sont nourris par des tourbières en face. Leurs racines sont assez larges. Par contre, le terrain est complètement fertilisé. Vous le remarquez par le vert que vous voyez en dessous. Et ce terrain, il reste humide. Il est en mesure de rester humide quasiment toute l'année. Il reste humide toute l'année comme dans la forêt. Ce n'est pas dans notre intérêt que ce terrain-là arrive à se sécher. Donc on le laisse se développer comme dans la nature.
De l'autre côté, ici, c'est la spécification du manguier. C'est sur lequel nous travaillons. Donc, celui qui travaille sur la perfection, ça veut dire qu'il a maîtrisé... hein? L'ordinaire, là, on l'a. Hein? L'ordinaire, pour faire tout avec tout, on l'a. Mais maintenant, il faut être en mesure. Nous allons partir regarder les bananiers de l'autre côté, où nous avons spécifié, on doit vous montrer, voici l'engrais du bananier qui, excusez-moi le mot engrais, voici le must du bananier et qui donne un régime comme ça, à cette taille et à tel âge. Par contre, pour que nous puissions avoir là-bas, regardez là-bas. Oui. Voilà. Là-bas, ce sont des bancs d'essai. Et puis, il y a des zones où nous commençons à les rendre propices au développement. Nous ne plantons pas en contre-nature. Nous partons dans un environnement, nous remettons cet état naturel et puis nous plantons à cet endroit. Pourquoi? Ça nous évite de trop intervenir. Hein? Ce n'est pas parce qu'on fait l'agriculture qu'on doit passer son temps en champ. Non. Il suffit d'aménager les zones, de les préparer, ça devient une zone naturelle et puis voilà, on a des résultats. Et le naturel, on le vit ici. Hein. Ah oui, je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Je vous disais tout à l'heure que les arbres, les oiseaux n'ont pas de médecin. Vous avez envie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nos safoutiers. Ça nous dérange pas. Hein. Bien au contraire, ils arrivent là, ils nous font tomber des safous, mais que des safous déséquilibrés. Hein? Qui connaît les dégâts qui peut te faire un safou déséquilibré? À l'époque, chez nous, les oiseaux venaient sur nos arbres fruitiers. Les chauves-souris, ils viennent, ils secouent, mais ils ne vont pas tout manger. Voilà. Donc, le nombre d'oiseaux chez nous, ce n'est pas ça que vous voyez. Non. Et il y a autre chose que je voulais que tu remarques. L'humain ne peut pas élaguer correctement un arbre. C'est assez difficile qu'un humain puisse élaguer correctement un arbre. Nous, on a un palmier qui donne. Vous allez remarquer, même à d'autres endroits, nous avons été choqués de voir des palmiers en train de donner sur 2 niveaux. Ça veut dire que si vous faites 8 régimes autour, lui, il en fait 16. Il a fait le premier en bas et le second en haut. Donc, c'est impossible de dire que nous, on peut avoir une saison de palmiers. Non. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, non, c'est la saison sèche, il n'y a pas de noix de palme. Comment? Comment je ne sais pas, vous avez peut-être grandi en Europe ou ici dans des grandes villes, mais nous qui avons eu le temps d'aller visiter des grands-parents, on était au village, tout ça, maintenant nous on n'a pas vécu ça. Les noix de palme, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de saison, c'est donné tout le temps, ça produit. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que tous les anciens tableaux d'autrefois, africains, le village africain était représenté par une case, une rivière et des palmiers. Donc ça fait partie des essences les plus importantes dans la vie des gens qui vivent dans des milieux comme le nôtre. Ça veut dire que nous vivons dans des milieux fortement hydriques, avec toutes les maladies hydriques possibles. Alors le palmier se nourrissant des oligo-éléments puisqu'il peut vivre au bord des rivières, vous avez déjà eu un biberon. Si vous avez un biberon, vous mettez le palmier, l'huile de palme, tout ça, c'est le vrai, mais il te fait exploser ça. Ça veut dire que le palmier, il joue un rôle très très important dans notre organisme. S'il peut côtoyer les poissons autour des rivières parce que les doigts de palmier leur renvoient la nourriture, mais lui à son tour, il doit se nourrir des oligo-éléments. Il est capable de produire des oméga 3. C'est aujourd'hui qu'on commence à dire que le palmier c'est la meilleure huile de palme parce qu'on a dit ça quelque part. Et dire qu'on est né dans ça, on grandit dans ça, jusqu'à la peau. Lorsqu'on voulait te mettre la pommade, on doit te masser, c'était avec l'huile de palme. Alors, vous voyez-vous qu'on a tellement changé qu'on a attendu que quelqu'un nous dise que le palmier est très bon, l'huile de palme est très bonne. Venant de l'autre côté, tout le monde a sauté dessus. Là maintenant, non, mais vous savez, le palmier c'est bon. Mais nous on sait que le palmier c'est bon. Tu veux pas aller raconter ça à une de nos grand-mères au village, que non, le palmier c'est bon. Hein? Ma fout à colo, ma fout à ceci, on nous masse avec, on vit de ça, on grandit là, on ne vit que de ça. Quelle est cette famille au village qui va faire une semaine sans manger la moindre?
C'est pas possible. Ben voilà. Bongo na ngai ezalaki na bato na ntango ya matwa. Bongo na ngai na ntango ya bankoko ezalaki ndenge mosusu. Nazalaki kolatela mba lokola lelo te, kotambola na voitile lokola yo te. Azalaki na lopitalo te, se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge ninyo. Bakoko babiso basali bapungu tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio. Ezali lisusu ndenge ya bakoko te, poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ebongaki tosala ndenge Maintenant que nous n'avons pas pu développer autrement, nous allons mettre en place des artisans qui sont capables, déjà aujourd'hui, certains ont commencé à faire de la production chez nous. Ils n'ont même pas de terrain. Donc, voilà quelqu'un qui veut produire des plants. Il n'a pas de terrain. Il voit M. Israël, moi je veux produire 10 000 plants. Mais si nous n'intervenons pas, est-ce qu'il est capable de produire 10 000 plants? Ben voilà. Donc voilà un artisan que nous allons mettre en place qui va faire un partage de revenus avec nous dans 5 ans. Hein? Entre-temps, nous allons faire de l'intercalaire. C'est pour ça que nous avons travaillé très fort dans la barbadine, qui est une production secondaire, ça veut dire qu'il fait le rôle de l'intercalaire. On regarde les papayers qui font le rôle des intercalaires, les bananiers qui font des rôles des intercalaires pour ne pas attendre 3 ans. Bon, nous ne parlons pas de 5 ans, nous parlons de 3 ans parce que après 2 ans et demi, en utilisant notre biofertilisant, nous avons fait produire des avocatiers. Après 2 ans et demi. Donc, nous disons 3 ans afin que nous puissions commencer à recevoir ces parts partagées. Déjà, cette personne-là est peut-être capable de ne pas avoir les moyens d'entretenir ses plants. Donc la quasi-totalité des choses vont se faire à crédit et vont se payer beaucoup plus tard. S'il y avait eu des accompagnements appropriés, je crois qu'aujourd'hui, le Congo serait capable de produire, pas des aliments, mais des médicaments. Ça veut dire de la nourriture qui soigne comme autrefois. Nous allons manger naturellement. Hein? Je crois que le bio, c'est trop cher. Il vaut mieux faire les choses naturellement. Le bio, c'est beaucoup plus cher que ce que nous faisons.